Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La crise du lait en Bretagne. La question est maintenant de savoir si les demandes présentées hier à Bruxelles par M. Cointat au nom de la France, demandes acceptées d'ailleurs par les 5 autres ministres de l'Agriculture des pays européens, des 6 de l'Europe, la question est de savoir si ce premier résultat apaisera les esprits. À 13h20 environ, dans cette édition de Télémidi, François-Henri de Virieux vous présentera un télévillage spécial sur la guerre du lait avec les 2 responsables nationaux des secteurs intéressés, producteurs et industriels. Sur le plan des nouvelles, pour ce problème, notons simplement que le conflit a connu une extension certaine hier en Bretagne et qu'il y a toujours ce matin dans les départements de l'Ouest et aussi dans l'Aisne, blocage des livraisons du fait des producteurs de lait. Avec un cas extrême à Ancenis, près de Nantes, là, une quinzaine d'administrateurs et de cadres de la coopérative agricole sont retenus, sont séquestrés depuis près de 24 heures par leurs propres adhérents, par les adhérents de cette coopérative, sans violence d'ailleurs. Sur ce même problème, une image caractéristique, rapportée de Guisgris dans le Morbihan. Une citerne de lait déversant le produit dans les champs. On s'en sert aux fins d'arrosage. C'est un gaspillage qui choquera beaucoup de consommateurs, mais en agriculture, on ne peut pas, comme dans l'industrie, arrêter les chaînes de fabrication. Il faut écouler le produit, comme ici, ou bien comme à Châtelain, où la crème fermentée sera enterrée. Édition spéciale donc, dans une vingtaine de minutes. Les autres sujets de ce journal avec nos spécialistes, les prix en France, une analyse de Michel Tardieu, alors que le mois dernier, la tendance à la hausse s'est légèrement ralentie. François Cornet, à propos du crime de Bruay à Artois, alors que la chambre d'accusation n'a pas encore rendu son arrêt quant à l'éventuelle libération du notaire Pierre Leroy, mise en liberté du notaire Pierre Leroy. Les problèmes particuliers que pose la greffe du rein chez les enfants par Rosie Morel. À l'étranger, une nouvelle fusillade meurtrière pendant la campagne électorale aux États-Unis. Et, nous commencerons par là, la fin du voyage du président Nixon en URSS. Victor Vraman, notre correspondant permanent à Moscou, va nous donner le climat dans la capitale soviétique au lendemain des 20h et 21 minutes d'entretien qu'ont eu les responsables des 2 pays. Ce qui en ressort surtout, c'est une sorte de charte en 12 points de la coexistence pacifique après un quart de siècle de guerre froide. Pas d'accord sur le Vietnam, rien ou presque sur le Proche-Orient, pas de surprise en ce qui concerne les problèmes européens, mais volonté évidente de développer les relations dans tous les domaines avec Washington. Voilà en somme le bilan de cette visite du président Nixon. Certains diront que tout cela n'est pas très bouleversant, d'autres diront que c'est tout de même important, que c'est essentiel parce qu'il s'est passé quelque chose d'irréversible, que rien ne sera plus comme avant dans les relations entre Moscou et Washington. En fait, et avant de dresser le bilan de cette visite du président Nixon, il faut bien constater que cette visite a abouti effectivement à un rapprochement sensible entre Moscou et Washington, mais que si le président Nixon est venu à Moscou, c'est parce qu'il y avait déjà un rapprochement entre Moscou et Washington. C'est la même chose en ce qui concerne la limitation des armements stratégiques. Si on a commencé à négocier sur les missiles offensifs et défensifs, eh bien c'est parce que personne, ni les soviétiques ni les américains, n'avait plus l'intention de les utiliser, ces missiles. D'ailleurs, est-ce que tous les accords qui ont été signés à Moscou pendant la visite du président Nixon ne sont pas le résultat de négociations qui avaient commencé plusieurs mois et parfois même plusieurs années avant la visite du président Nixon à Moscou? Et pourtant, malgré toutes ces constatations qui remettent tout de même les choses à leur place, les soviétiques se déclarent très satisfaits. J'ai eu l'occasion de rencontrer des officiels et des journalistes soviétiques ce matin. La réponse a été unanime lorsque je leur ai demandé quelle était leur impression. Nous sommes très satisfaits, c'est une réussite, cette visite a été très importante. Il est vrai que les soviétiques étaient demandeurs en ce qui concerne la limitation des armements stratégiques et le développement des relations commerciales. Mais si on a admis le principe de continuer des négociations sur les missiles offensifs et d'accorder des crédits très importants à l'URSS, il faut tout de même constater qu'aucun accord commercial n'a été signé à Moscou pendant cette visite de Nixon. Et il faut constater aussi que les dettes soviétiques, le problème des dettes soviétiques aux États-Unis n'a pas été réglé. Alors, satisfaction politique, certainement, car les Américains n'ont pas réussi à engager les Soviétiques dans un arrangement sur le Vietnam, ce qui fait que personne ne pourra accuser les Soviétiques d'avoir trahi la cause du Nord-Vietnam. Satisfaction également en ce qui concerne les problèmes européens, puisque les 2 idées chères au Kremlin,
la conférence européenne de sécurité et la réduction des forces en Europe, ces idées ont été approuvées par les Américains. Et puis, si le président Nixon est allé à Moscou, est-ce que ce n'est pas pour rencontrer personnellement M. Brejnev? Et tout de même, cela n'est pas négligeable, en tout cas pas pour M. Brejnev. On comprend dans ces conditions pourquoi la Pravda de ce matin consacre 2 pages entières sur 6 à cette visite du président Nixon, ce qui est tout de même sans précédent pour un chef d'État occidental. Le secrétaire d'État William Rogers n'est plus avec son président, qui vole maintenant vers l'Iran avant de se rendre en Pologne. M. Rogers, en effet, a pris le chemin de Bonn afin de rendre compte ce mardi aux membres de l'Alliance Atlantique des entretiens qui viennent d'avoir lieu à Moscou. Au Vietnam, de dures et longues batailles se poursuivent. Celle d'An Loc près de Saigon. Là, les communistes ont tiré en une journée 3000 obus d'artillerie et de mortiers et des roquettes sur l'ensemble de la région. Et puis celle de Kon Tum sur les hauts plateaux. Les Sud-Vietnamiens continuent de résister. Et vous voyez ici le président saigonais, M. Thieu, qui vient de se rendre dans la ville pour soutenir le moral des troupes et pour les remercier de leur effort. À l'issue de cette visite, M. Thieu a fait une déclaration optimiste. Kon Tum a tenu et tiendra, comme tiendront An Loc et Hue, l'ancienne capitale impériale, qui est elle aussi l'une des villes menacées. Aux États-Unis, à Raleigh, en Caroline du Nord, 7 armes, 7 hommes au sol, un jeune noir de 23 ans, ont tué 3 personnes et en ont blessé 7 lors d'une réunion électorale démocrate. Ces images ont été tournées quelques minutes après l'attentat. Le meurtrier, un noir, embusqué à 30 mètres de là, avait déchargé son arme en tirant, semble-t-il, au hasard, à 1 heure d'affluence dans un supermarché de la ville de Raleigh. Après avoir fait 10 victimes, 3 morts dont un enfant et 7 blessés, l'homme s'est suicidé. L'attentat s'est produit au moment où M. Jordan, sénateur, faisait campagne pour sa réélection. Le sénateur n'a pas été touché. Apparemment, il n'était pas visé. Nouvelle violence 15 jours à peine après l'attentat contre le gouverneur Wallace. Toujours de l'étranger, retenons en bref une certaine confusion en Irlande du Nord. Les militants de la branche officielle de l'IRA, l'armée révolutionnaire irlandaise, ont décrété un cessez-le-feu général hier soir. On voit là une accélération du processus de détente du côté des catholiques, mais l'aile provisoire de l'IRA a refusé l'ordre de cessez-le-feu et elle le prouve. Il y a eu 5 fusillades cette nuit à Belfast dans des quartiers contrôlés par cette aile provisoire de l'IRA. Du Vatican, Paul VI dément personnellement pour la première fois les rumeurs qui couraient depuis des mois et des mois sur son éventuelle abdication. Le pape reconnaît certes la lourdeur de sa tâche, mais il ne veut pas se dérober devant les responsabilités. Le Seigneur l'a voulu, dit-il en substance, il a créé l'Église et pas nous. Bruay-en-Artois. La chambre d'accusation s'est réunie ce matin à Douai pour savoir si, oui ou non, il fallait mettre en liberté le notaire Pierre Leroy. Mais François Cornet, la chambre n'a pas encore rendu son arrêt. Non, elle n'a pas encore rendu son arrêt. Un soleil qui n'arrête pas de se cacher, la façade austère d'un palais de justice, voilà pour le décor en cet avant-dernier matin de mai à Douai. À l'intérieur du palais, la chambre d'accusation, une longue table, quelques fauteuils et 7 hommes. 3 d'entre eux, le président Rémy et ses 2 assesseurs, les conseillers Mabat et Chambon, doivent se prononcer sur la demande de mise en liberté provisoire du notaire de Bruay. Pour statuer, un délai de 30 jours depuis les réquisitions du parquet de Béthune et la demande de liberté déposée par l'ancien avocat de la défense, maître Jean Vin. C'est donc au plus tard, sauf circonstances exceptionnelles, vendredi prochain, 2 juin, que la chambre d'accusation devra rendre son arrêt. Reste maintenant pour la Cour à déterminer si les résultats des dernières expertises et les nouveaux éléments apportés par la partie civile entreront dans cette catégorie de circonstances exceptionnelles. On sait que les experts botanistes et géologues ont découvert sur les vêtements de la victime des parcelles microscopiques de terre pouvant parvenir du parc de Monique Mayer, l'ami du notaire. On sait également que la mère de Monique Mayer a été entendue par le juge d'instruction Pascal, un témoin important puisqu'il se trouvait dans la villa près du terrain vague le soir du crime. Enfin, dernier élément, l'audition surprise hier soir au commissariat de Bruay de Monique Mayer. Vous le voyez, une affaire qui va très vite. La chambre d'accusation doit se mettre au diapason. Ces nouveaux éléments viendront-ils infirmer ou confirmer la culpabilité de Maître Leroy? Quel sera le verdict des 3 magistrats de la chambre d'accusation de Douai? Leur réponse cet après-midi, demain, au plus tard vendredi. Information première, à vous Cognac-G. Réaction du juge Pascal, qui nous parvient de Béthune par télégramme après la décision des magistrats de la chambre d'accusation. Il arrive souvent qu'on mette en délibéré une décision de justice, dit le juge d'instruction.
Pourtant, la solution qui sera adoptée, quelle qu'elle soit, n'est pas une solution qui a paru évidente à ceux qui ont agi ainsi, c'est-à-dire aux magistrats. Dans l'Aisne, on recherchait depuis hier Jean-Claude Poncin. Il avait enlevé son fils, Geoffroy, âgé de 2 ans. Poncin était séparé de sa femme depuis 3 semaines et on avait trouvé le cadavre du petit Geoffroy criblé de balles dans la localité de Saint-Terme. On a retrouvé Jean-Claude Poncin. Le meurtrier a été écrasé par un train ce matin dans les Ardennes, mais écrasé de son propre fait. Poncin, qui n'avait pu accepter de voir sa femme le quitter, et son fils aussi, s'est donné la mort volontairement. Les prix en France, encore en hausse au mois d'avril, mais cette fois un peu moins que les mois précédents, vous le constatez sur ce graphique. À ce rythme-là, pourtant, et tout de même, l'inflation va se chiffrer à près de 6% dans l'année. Ce qu'en pense Michel Tardieu à la Bourse. Et les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% en avril, ils avaient augmenté de 0,5% en mars. Il faut remarquer que cette hausse est limitée parce que les prix industriels, les prix des produits manufacturés n'ont augmenté, eux, que de 0,3%, alors que l'alimentation a augmenté de 0,5% et les services de 0,7%. Le ministère des Finances fait remarquer que la hausse est donc un petit peu inférieure en avril à ce qu'elle était en mars, mais il faut dire que la situation n'est pas très bonne sur le front des prix. En effet, il y a la fronde des producteurs de lait, dont nous reparlerons tout à l'heure, il y a aussi la fronde des bouchers, il y a la fascination des 1 000 francs par mois de salaire minimum, qui sont autant de facteurs qui poussent à la hausse. Et il faut bien dire qu'en période de préélectorale, il faut beaucoup de vertu au gouvernement pour tenir les prix. Et si sa vigilance se relâche, la situation peut être difficile, car pour l'instant, notamment pour les prix alimentaires, la hausse est plus rapide en France que dans les autres pays occidentaux, et globalement, si la France se tient à peu près dans la moyenne européenne, eh bien, ces prix augmentent plus vite qu'aux États-Unis. Si on regarde pour les 12 derniers mois, les prix américains ont augmenté de 3,5%, alors que les prix français, eux, ont augmenté de 5,8%. Donc, on a toujours accusé les Américains d'avoir donné la maladie de l'inflation à tout le monde. En ce moment, ils se conduisent sur ce plan beaucoup mieux que les Français. À vous, Jean. Merci, Michel. Rendez-vous pour les cours de la Bourse aujourd'hui un peu plus tard que d'habitude, vers 13h40. Mais en ce qui concerne les prix et les prix de la viande de bœuf, vous savez, nous vous l'avons dit la semaine dernière, que dans la région parisienne, certains bouchers ne voulaient pas respecter la convention nationale appliquée dans l'ensemble des départements. Vous savez depuis samedi que le ministère des Finances a décidé de taxer la viande dans les départements de la région parisienne. Eh bien, nous apprenons que ce matin, 40 contrôles ont été effectués par des inspecteurs du ministère des Finances et aussi également que 32 bouchers de la région parisienne ont adhéré à la Convention nationale et ont en quelque sorte quitté la dissidence. Peut-être y a-t-il là un mouvement qui s'amorce et qui pourrait se confirmer dans les heures ou les jours qui viennent. L'ORTF. M. Philippe Malot, secrétaire d'État à la fonction publique, chargé de la réforme de l'Office, est en ce moment à l'Élysée, où il déjeune avec le président Pompidou, déjeuner de travail pour définir ce que sera cette réforme de l'ORTF. Chirurgie, le 4e cours international de transplantation s'est ouvert hier à Lyon. Le professeur Tréguer vient de préciser le bond formidable effectué dans les transplantations rénales. Depuis la première, il y a 2 décennies, 9 138 greffes de reins ont été effectuées et on en est actuellement dans le monde au rythme de 240-250 transplantations chaque mois. Chez l'enfant, la greffe du rein pose des problèmes particuliers. Des problèmes que Rosie Morel est allée préciser dans le service spécialisé de l'hôpital des enfants malades. On commençait déjà à parler de greffe de rein la semaine dernière à propos d'une information qui s'y était présentée de façon assez spectaculaire. On aurait greffé un rein prélevé sur un nouveau-né né sans cerveau, un anencéphale, sur un nourrisson et dans ce service. Qu'en est-il de cette histoire? Oui, il est exact que nous avions prévu de faire cette intervention, mais par malheur, l'enfant qui devait recevoir le rein est décédé avant que cette opération ne soit entreprise, la veille exactement. Il n'y a pas eu de transplantation de fait à cette occasion. Est-ce qu'il est exceptionnel de faire une greffe de rein chez un enfant? C'est encore une intervention, bien entendu, relativement rare, mais il y a à l'heure actuelle environ 200 transplantations rénales qui ont été faites chez l'enfant dans le monde. Et pour notre part, dans notre groupe, nous avons l'expérience pour l'instant, en collaboration avec les équipes qui s'occupent de transplantation chez l'adulte dans l'hôpital, fait effectuer environ une quinzaine de transplantations rénales dans les 10 dernières années.
Quel recul le plus long avez-vous? 8 ans, madame. 8 ans, en bonne pour santé. un enfant qui a subi 2 transplantations successives et qui est toujours en vie, qui est maintenant un adulte d'ailleurs. À partir de quel âge peut-on envisager une telle greffe? Il n'y a pas d'âge limité. Des transplantations ont été exécutées chez des nouveau-nés en Finlande, sans succès d'ailleurs, pour des raisons liées à la maladie, probablement plus qu'à l'âge. Cependant, on doit dire que jusqu'à présent, on considère qu'une transplantation avant l'âge de 18 mois et 2 ans reste quand même pleine de difficultés sur le plan technique. En attendant cette transplantation, vous mettez ces enfants en dialyse rénale. Est-ce que vous pouvez rappeler le principe de ces dialyses? Oui, chez l'enfant relativement grand, nous utilisons comme pour l'adulte le rein artificiel que vous voyez ici, en utilisant des appareils qui comportent une adaptation par un grand nombre de plaques de la surface de dialyse, d'épuration, par rapport au volume de l'organisme de l'enfant, volume à épurer, si vous voulez. Et vous arrivez par ces appareillages à remplacer le rôle du rein défaillant. Exactement, et à maintenir ainsi l'enfant dans des conditions ou très bonnes, ou quelquefois avec certaines complications, car ceci n'est pas encore absolument parfaitement au point, à maintenir l'enfant pendant 1 année, 2 années ou davantage, en attendant l'occasion d'avoir un rein compatible qui puisse permettre de faire une transplantation rénale. Est-ce qu'il y a longtemps qu'on applique le rein artificiel à des enfants? Bien, je peux vous parler de notre propre expérience qui remonte maintenant à plus de 3 ans, mais il y a des centres à l'étranger où ces traitements sont conduits chez des enfants depuis 4, 5 ans, et même parfois plus longtemps. Est-ce que ces enfants savent qu'ils ont des reins détériorés? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont en attente de greffe? Effectivement, ces enfants sont tenus au courant car ils posent des questions et nous leur répondons la vérité. Ils savent qu'ils sont en attente d'une transplantation rénale et ils sont parfaitement conscients de leur état et ils sont conscients aussi du fait qu'ils ont besoin de ce traitement pour pouvoir mener justement une vie quasiment normale. Sport et loisirs. Tennis d'abord, les Français un peu mieux que d'habitude aux internationaux de Roland-Garros, qui sont une sorte de championnat du monde de tennis sur terre battue. Pierre Barthès, que vous voyez ici en plein effort, va tenter de se qualifier pour les quarts de finale. Cet après-midi, sur le court central, il est opposé au soviétique Metrevelli. Patrick Proisy est, lui, sûr de disputer les quarts de finale depuis hier après-midi. Je ne suis pas le meilleur, pourtant je suis en mesure de gagner ces internationaux, avait déclaré Patrick Proisy. Son adversaire Fletcher vient de renvoyer ici la balle hors des limites. Nous sommes dans le dernier set, encore 2 échanges avant que le Normand n'assure sa qualification. Patrick Proisy, joueur français numéro 3, est ici au service de l'autre côté du court, le blond australien Ian Fletcher, numéro 12 de son pays. Un lob de Proisy, smash de l'Australien, la balle est out, les quarts de finale sont au bout de la raquette de Proisy. Et c'est la balle de match. Une balle de match que Fletcher a envoyée dans le filet, succès de Proisy en 4-7, 6-4, 1-6, 6-2, 6-3. Un succès peu convaincant car l'Australien a accumulé les maladresses. C'est le Tchèque Kodesh, vainqueur en 70 et 71, qui rencontrera Proisy au prochain tour, de quoi rendre le Français quelque peu inquiet. En boxe, l'événement du mois prochain se situera le 17 juin au stade de Colombes. Jean-Claude Boutier disputera le titre mondial des poids moyens contre l'Argentin Carlos Monzon, un Français candidat au titre mondial plus de 20 ans après Cerdan et Dautuil. Boutier vient de passer quelques semaines aux États-Unis pour y suivre un entraînement intensif. Daniel Potra a suivi le premier entraînement à Paris, au retour. C'était à l'Institut national des sports. Jean-Claude Boutier, c'était votre 4e séjour aux États-Unis. Que vous a-t-il apporté cette fois? Eh bien, d'abord le calme, moral, au point de vue moral. C'est-à-dire que là-bas, personne ne me connaît. Boutier, il s'en fiche complètement, les Américains. Et je peux dire que j'ai passé 4 semaines de, je ne vais pas dire de repos complet, puisque j'y suis allé pour m'entraîner, mais enfin de détente morale. Alors à part ça, eh bien, je suis allé dans un gymnase où il y avait des sparring américains. Vous avez pu en voir ce soir d'ailleurs. Et avec qui j'ai fait du bon travail, enfin je l'espère, ça on le verra le 17, on aura la réponse le 17 juin. Vous comptez les jours? Non, pas du tout, non. Mais je suis obligé d'y penser maintenant très sérieusement, mais je peux vous dire qu'avant mon retour aujourd'hui à Liège, je n'ai absolument pas pensé au match qui comptait pour le championnat du monde et que j'allais disputer moi. Je peux vous dire que j'avais complètement tout oublié. Là. Je travaillais pour un match, quoi, comme j'en ai fait pas mal. C'était tout, mais là je suis obligé de me rendre compte aujourd'hui que, c'est-à-dire qu'avec tout ce qui entoure, eh ben, je me dis bon, bah, c'est bientôt pour moi, quoi.
Alors Monzon, la terreur, ne vous impressionnait pas jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, non, puisque j'y pensais pas. Puis je vais m'efforcer, croyez-moi, de ne pas du tout y penser. Non. De ne pas du tout y penser. Je vais faire le maximum pour vous. Ce sera difficile, je crois, maintenant. Vous avez suivi 2 matchs de Carlos Monzon, mais qui ne vous ont pas apporté grand-chose. Hein. Ben non, parce que je l'ai vu devant Nino Benvenuti, évidemment. Benvenuti, c'était plus ça, quoi. C'était plus le grand Benvenuti, et on n'a rien vu. On ne peut pas se baser sur un match comme celui-là. Maintenant, quant au second que j'ai vu à Rome face à Denis Moyer, il ne m'a pas apporté grand-chose non plus, puisque l'arbitre, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, a stoppé le combat alors qu'il n'y avait vraiment pas de quoi à ce moment-là. Et il n'y avait rien de fait, on n'a pas vu Monzon en action. Enfin, je ne peux pas me baser sur ces 2 matchs, absolument pas, quoi. Jean-Claude Bouthier, vous allez opposer votre intelligence à la force de Monzon. À votre avis, qu'est-ce qui va l'emporter? J'espère que ce sera moi, bien sûr. Non, mais ce sera un match très difficile. Vous savez, quand on arrive à ce niveau-là, pour un championnat du monde, de toute façon, le meilleur va gagner, mais ça va être très difficile, quoi. Ça va être un match qui va être très très difficile pour moi, quoi. Parce que c'est un type devant qui je vais devoir subir les assauts pendant 15 rounds et il va me falloir le déjouer sans arrêt, quoi. Quoique je pense quand même que je frappe suffisamment pour me faire respecter aussi, ça, il ne faudrait pas l'oublier quand même. N'en doutons pas. En cyclisme, alors que Merckx porte toujours le maillot rose au Tour d'Italie, là-bas le maillot rose c'est le maillot de leader, quelques-uns des principaux rivaux du champion belge, Ocaña, Zoutmelk, Poulidor, s'affrontent à partir de ce soir dans le Dauphiné libéré. C'est une grande classique par étapes qui se terminera dimanche à Avignon et qui permettra de faire le point à 1 mois du départ du Tour de France. Loisirs, aviation. Il y a en France 5000 avions privés et 30 000 pilotes licenciés. C'est un phénomène social important. La France arrive au 2e rang mondial pour ce que l'on appelle l'aviation générale et les constructeurs exportent plus de 50% de leur production. À Cannes vient de se tenir d'ailleurs le 8e salon de l'aviation légère. Alain Darchy, que vous voyez ici dans une position un peu acrobatique au cours de son reportage, a réuni pour la première fois en vol de patrouille les avions de pointe des principaux constructeurs français. Cela nous vaut quelques belles images et les performances de ces avions. Hein? 2 minutes. Le rallye Minerva, quadriplace métallique, remarquable de maniabilité. Il vole à 240 à l'heure en croisière et coûte 138 000 francs. Le Cardinal, quadriplace également. Son train est rentrant, ce qui est rare pour un avion à aile haute. Il vole à 270 à l'heure, prix 200 000 francs. Et puis le HR200, spécialement étudié pour l'école de voltige, vitesse 230 à l'heure, le prix 80 000 francs. C'est beau l'Estérel, n'est-ce pas? Une nouvelle qui concerne l'aviation et qui me parvient à l'instant, la reprise du travail des mécaniciens au sol de la compagnie Air France. En accord avec les organisations syndicales, les mécaniciens au sol qui étaient en grève depuis le 18 mai et dont l'action risquait d'entraîner un certain chômage partiel technique dans d'autres catégories de personnel, ont repris le travail effectivement ce matin à 11 h. Ils n'ont pas obtenu satisfaction, mais ils envisagent d'autres formes de lutte. Maintenant, le télévillage spécial dont je vous parlais il y a 20 minutes avec François-Henri de Virieu. 2 départements bretons, le Morbihan et le Finistère, 2 départements gros producteurs de lait, sont paralysés par la grève des livraisons. Les uns après les autres, les camions de ramassage, arraisonnés par des commandos d'agriculteurs mécontents, s'arrêtent. Le mouvement dure depuis maintenant
une semaine. Il faut remonter à septembre 1964 pour trouver un mouvement de plus longue durée. Cette année-là, les livraisons ont été interrompues pendant un mois et le mouvement avait d'ailleurs touché l'ensemble des régions de France. Il avait même fallu imprimer des cartes de rationnement à Nancy. La grève à l'époque s'était achevée par un échec, le gouvernement ayant refusé de céder. Vous vous en souvenez d'ailleurs, Marcel Deneux, puisque vous étiez l'un des organisateurs du mouvement. Cette fois, et c'est là un changement d'attitude, les agriculteurs ne s'en prennent pas au gouvernement. Personne ne songe à déverser des bidons de lait devant le ministère de l'Agriculture, personne ne songe non plus à déposer des motions chez les députés, alors pourtant que nous entrons en période préélectorale. Le conflit oppose directement, cette fois, et c'est ça le changement important, ceux qui produisent le lait à ceux qui le transforment, c'est-à-dire les agriculteurs aux transformateurs. Et c'est pourquoi nous avons rassemblé aujourd'hui dans ce studio de Télémidi les véritables responsables, les présidents nationaux des deux organisations nationales, M. Francis Lepâtre, président des industriels laitiers de la FNIL, et M. Marcel Deneux, président des producteurs de lait de la FNPL. Tout se passe dans cette région de Bretagne qui est venue tard à la production laitière et qui par conséquent n'a pas de véritable tradition dans ce secteur, comme si les agriculteurs cessaient de se considérer comme des chefs d'entreprise indépendants et se considéraient au contraire comme des salariés de leurs entreprises de transformation et adoptaient à l'égard de ces entreprises les méthodes de la lutte ouvrière. Ainsi s'explique le fait qu'ils se retournent contre leurs propres coopératives, contre des usines qui, en définitive, sont leur propriété à eux, agriculteurs. Enjeu de ce conflit d'un type nouveau, quelques centimes de plus par litre, mais aussi un grand principe. Le droit, le refus plus exactement, par les agriculteurs de subir le prix du lait que veulent leur imposer les transformateurs et qui est fixé en fonction des besoins de la consommation. Enquête sur place de Gérard Pavio. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, avec les accords qu'il y a eu à Bruxelles, il y a une augmentation de 8% autorisée, à la CE, autrement dit. Et je vois que tout de même, en ville, aux consommateurs, le lait a sérieusement augmenté. Et par contre, à la campagne, à la collecte, donc, il diminue. Le prix de revient à l'heure actuelle est de 67 centimes 63, avec comme prix de base le SMIC. Or, je me demande lequel d'entre vous ici est content de continuer à travailler au SMIC. Il est absolument normal que d'ici un an ou deux, on envisage le prix de 90 à 90 centimes le litre. Monsieur qui est coopérateur. Oui, d'ailleurs, je suis un ancien administrateur de la coopérative et ancien administrateur de la section laitière. De Landerneau, non? De Landerneau, oui. Et voilà que, ma foi, c'est peut-être par tradition que je le suis aujourd'hui, parce que mon père était avant. Pour moi, c'était, ma foi, une religion, parfois. Peut-être, oui. Mais n'empêche que je pense que, comme disaient les collègues ici, qu'eux, ils ne sont pas évidemment très intéressés par la coopérative, mais ils attendent quand même de la coopérative. C'est-à-dire que peut-être ils pensent que la coopérative fera leur jeu. En général, je pense que c'est cela. Elle n'a pas joué le jeu, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas jouer le jeu. Pourquoi elle ne peut pas? Parce qu'elle ne peut pas vendre, justement, au-delà des prix qu'on lui impose, justement, par les pouvoirs publics. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, que lorsqu'on sollicite 4 francs de plus, justement, que les coopérateurs sollicitent 4 francs de plus, la coopérative leur dit, messieurs, on ne peut pas vous les donner parce que nous sommes déjà à 560 millions de déficit en matière laitière. Et comme c'est une coopérative polyvalente, c'est-à-dire qu'on est dans cette coopérative-là, il y a plusieurs sections, les sections par exemple, qui, eux, ont des ristournes et ne veulent pas céder justement ces ristournes-là pour pallier justement l'inefficacité de la section laitière. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous n'avions pas d'autre possibilité. Ce n'est pas systématiquement pour couler ni la coopérative ni les industriels, mais je pense que ce n'est que par ce canal-là qu'on arrivera justement à faire pression, je pense, parce qu'il est normal qu'on obtienne aussi notre SMIC comme tout ouvrier. Et vous êtes décidé à aller jusqu'au bout, là? Je pense, oui. Oh, oui. Vous n'êtes pas donc décidé à céder, quoi qu'il arrive, vous resterez ici et vous bloquerez tous les camions qui sont Ah, certainement. Nous sommes décidés à tenir. 3 mois s'il le faut, m'a dit. On restera. Tant qu'il et vous perdez de l'argent pourtant. On perd de l'argent. On s'en fout. Monsieur Jouon, vous connaissez les revendications des producteurs, qu'avez-vous à répondre? Oui, bien sûr, mais si nous voulons discuter du prix du lait, je pense qu'il y a un préalable. Et ce préalable, c'est de considérer
le prix du lait sur une année entière et non pas au mois le mois comme on a trop tendance à le faire. En 71-72, le prix payé par les industriels aux producteurs bretons a été de 56 centimes, supérieur de 16% à ce qu'il avait été pour l'année précédente. De plus, pour être honnête dans le raisonnement, il faut tenir compte de l'augmentation des livraisons faites aux usines. Or, en 1971-1972, les usines ont collecté 10% de lait de plus que l'année précédente. Le revenu des producteurs, en conséquence, a donc bien augmenté au cours de la dernière campagne de 26%. Comment expliquez-vous justement que les producteurs ne soient pas contents? Eh bien, on arrive à penser que ce n'est pas un problème économique, car les chiffres que je viens de vous donner sont quand même significatifs. Quelle est la catégorie socio-professionnelle qui a vu au cours d'une année ses revenus ou ses recettes augmenter de 26%? On est amené à penser que c'est un problème politique. Or, problème politique, ce n'est pas l'affaire des industriels. Par-delà les quelques centimes supplémentaires réclamés par les agriculteurs mécontents, nous assistons sans doute à la naissance d'un phénomène économique nouveau pour cette branche professionnelle, le contrôle des prix à la production par les producteurs eux-mêmes, qui n'acceptent plus de les laisser fixer par les seuls transformateurs et qui se refusent à être de simples salariés des usines laitières. C'est donc un problème très politique, même si sur le terrain, les agriculteurs en colère n'ont pas l'impression d'en faire de la politique. La forme de lutte que nous avons entreprise, c'est quand même pour la première fois les agriculteurs qui acceptent de perdre sur leur salaire, sur l'argent qui leur est absolument indispensable pour payer leurs annuités et les différentes traites qu'ils ont au Crédit Agricole. C'est une revendication du style de celle des ouvriers, où l'ouvrier aussi, lui, perd son salaire quand il fait grève, et nous sommes arrivés à lutter de la même façon. Nous acceptons de perdre pour l'avenir. Ce n'est pas un mouvement politique. Alors absolument pas, depuis que nous sommes démarrés. Ce sont les agriculteurs du canton qui ont démarré l'action. Il n'y a pas eu de participation de partis politiques, ni absolument personne n'est venu nous embêter. C'est uniquement l'affaire des agriculteurs. Jusqu'où comptez-vous aller maintenant? Alors là, il n'est absolument plus question de reculer sur aucun point. Quand l'action a démarré, on aurait pu avoir des compromis. Au point où nous sommes arrivés, il n'y a plus de compromis possible, car l'action que nous avons démarrée aujourd'hui, nous ne pourrons certainement pas la recommencer tous les jours. Alors il nous faut obtenir le maximum avant d'arrêter. Ça peut durer des jours et des semaines. Nous sommes organisés maintenant pour durer très longtemps. Très, très longtemps. Bien qu'étant tous d'accord sur la nécessité d'une action revendicative, les différents syndicats bretons ne parviennent pas à s'entendre sur les méthodes à employer. Tandis que les syndicats du Morbihan et du Finistère prennent une position en flèche, en capturant les camions de lait, de beurre et de fromage, la Fédération française d'agriculture, de tendance réputée conservatrice, souhaiterait, elle, une concertation de tous les syndicats, tout en réprouvant les procédés actuels de la fédération officielle. Il y a eu des abus qui ont été commis, notamment contre les personnes, surtout dans le Finistère, davantage que dans le Morbihan. Ça, nous sommes absolument opposés à ce genre de choses. D'autre part, la grève totale, c'est une chose, mais je pense que tous les agriculteurs livrant du lait à l'heure actuelle ne sont pas d'accord avec la grève totale. Nous, dans les fermes, ça ne nous gêne pas tellement actuellement. Hein. On n'a pas de problème puisque nous arrivons à transformer notre lait en sortant les vieilles écrémeuses, les vieilles barattes et tout ce qui s'ensuit. Et étant donné que nous arrivons à le transformer ainsi, nous pouvons tenir tout le temps qu'il faudra. Hein. Et je suis persuadé que les gens sont très déterminés. Même s'il faudrait en tenir encore 8 jours, ils iraient. Hein. Ça, c'est certain. Mais ici, à Pont-l'Abbé, du lait, vous n'en perdez pratiquement pas dans les fermes. Non, pratiquement pas, puisque, étant donné qu'on l'écrème et qu'on le transforme en beurre, et le lait écrémé allant aux bêtes, il n'y a pas de problème. Il y a des agriculteurs qui se plaignent et qui ne sont pas d'accord? Moi, personnellement, j'en ai pas encore vu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette manifestation, madame? Eh bien, monsieur, nous sommes bien embêtés, hein, parce que nous ne sommes plus équipés pour
pour ce travail. Heureusement que nous n'avions pas tout jeté, et que nous avons pu récupérer une écrémeuse ici, une barotte dans une autre ferme, et puis nous arrivons quand même à ramasser un peu notre lait, quoi. Il y a combien de temps que vous ne l'aviez pas utilisé, cette Oh, écrémeuse? ça fait une dizaine d'années. Si ça va durer encore, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire du lait. Obligé d'arriver à l'ancien temps. Qu'est-ce que vous en faites actuellement du lait? Ben, on récupère un peu pour nous, pour la consommation familiale. Le reste est diversifié dans les champs. Ça va. Ça ne vous fait pas mal au cœur de jeter du lait comme ça? Mais si, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mais le surplus, il faut bien qu'on s'en débarrasse. Il y a combien de litres de lait là? À peu près 800 litres entre les voisins et moi. Tous les jours jetés? Ah oui, tous les jours. Mais pour se tirer d'affaire eux-mêmes, les petits agriculteurs n'auraient-ils pas intérêt à mettre en difficulté les sociétés avec lesquelles ils travaillent? Je ne pense pas qu'en aucun cas, les agriculteurs aient intérêt à mettre en difficulté les sociétés avec lesquelles ils travaillent, notamment les sociétés coopératives qui leur appartiennent. Et ça, à vos yeux, c'est l'avis de l'ensemble des syndicats agricoles? Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, puisque tout à l'heure nous avons dit que la concertation n'a pas été possible, mais je pense qu'un agriculteur qui se bat contre sa propre coopérative a d'autres moyens qu'une grève pour, disons, extérioriser sa position. Et il a notamment des assemblées générales. Quand quelque chose ne lui plaît pas ou qu'une personne ne lui plaît pas, il a son bulletin de vote et il a sa parole à dire dans le cadre de l'assemblée générale pour mener à bien sa coopérative. Certains, pourtant plus politisés, voudraient bien aller plus loin. Ce qui nous intéresse, disent-ils, c'est l'avenir de nos exploitations. Assurons d'abord leur équilibre financier, même si nous devons pour cela mettre en difficulté les laiteries et nos coopératives. L'État les renflouera toujours. Cette question de rapport entre les producteurs et les transformateurs vis-à-vis du prix du lait tel qu'il est posé aujourd'hui, nous l'avons déjà soulevé il y a plus d'un an. Et nous avons préconisé la méthode de la concertation entre les producteurs et les transformateurs, qu'ils soient privés ou coopératifs, et que les producteurs et les transformateurs devraient se prendre par la main, s'unir ensemble pour intervenir auprès des pouvoirs publics qui, à nos yeux, sont les seuls responsables de la possibilité d'augmentation du prix du lait dans l'état actuel des choses. Considérant que les transformateurs ne peuvent pas payer plus cher qu'ils le paient aujourd'hui, étant donné les prix qui sont pratiqués aux produits finis sortant de ces usines de transformation. Vous ne comprenez donc pas que les producteurs se retournent actuellement contre les transformateurs? Je crois personnellement que c'est contre leurs intérêts, puisqu'ils se tournent vers des instruments qui transforment leurs produits de base pour les mettre sur le marché. Que ce soit pour le beurre, que ce soit pour la poudre de lait ou les autres produits, si on veut permettre un revenu supérieur aux producteurs, il faut absolument que les pouvoirs publics interviennent pour que les transformateurs puissent vendre le produit plus cher. Eh bien, cette concertation que vient de réclamer M. Lecoq, cette concertation qui se révèle hélas impossible sur le terrain, en Bretagne même, nous allons essayer de l'amorcer ici. Alors tout de suite une question. Que pensez-vous, Marcel Deneux, des mesures qui ont été prises cette nuit à Bruxelles et qui doivent permettre, je le rappelle, de soulager le marché laitier de ses excédents? Ces mesures sont bonnes, mais je n'en pense rien de plus. C'était le complément indispensable des prix qui avaient été fixés au 1er avril. Nous les attendions depuis cette date, c'est-à-dire bientôt 2 mois. Le 24 ou le 25 avril dernier, M. Cointat nous avait dit qu'on allait les obtenir rapidement. Je précise tout de suite que ces mesures, c'était un complément technique indispensable de ce prix, mais que ça ne change rien au problème global qui est posé. Ça permettra de payer les 8% de plus cette année qu'année dernière, rien de plus. Monsieur Lepâtre, allez-vous pouvoir accorder satisfaction aux revendications des producteurs maintenant? Eh bien, ça ne dépend pas de nous, parce que, comme l'a dit M. Deneux à l'instant, le prix que nous paierons pour l'année sera le prix indicatif qui a été déterminé par Bruxelles, et nous n'avons pas le sentiment que les mesures prises par Bruxelles permettent d'aller plus loin. Or, c'est bien la question qui a été posée par les producteurs.
J'ajoute en plus, et c'est un élément très important qu'il ne faut pas oublier, que les prix de nos produits sont très durement taxés par la Direction générale des prix et que si l'on veut aller plus loin en ce qui concerne les prix à la production, cela suppose que les prix aux consommateurs seront augmentés d'autant. Je voudrais signaler à cet égard que l'augmentation prévue par Bruxelles de la matière grasse du lait, c'est-à-dire le beurre, et les produits qui contiennent la matière grasse, c'est-à-dire aussi les fromages, mais le lait de consommation, le lait sera augmenté au 15 septembre prochain. Cela signifie donc que si l'on veut que les producteurs aient la répercussion des hausses décidées à Bruxelles, les hausses de prix aux consommateurs seront envisagées à cette date. Il n'y a pas moyen d'en sortir autrement. Oui, les grévistes disent que vous pouvez payer avec les prix actuels. C'est absolument faux et les grévistes n'ont certainement pas fait le compte de ce qui se passe dans les entreprises et la meilleure preuve, c'est que la situation des entreprises coopératives, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, la propriété des agriculteurs, est exactement la même que celle des industries privées. Marcel Deneuve, je voudrais poser une question. À votre avis, est-ce que le mouvement va s'étendre? On constate ce matin qu'il y a une trentaine de camions qui sont bloqués à Nouvion en Thiérache, dans l'Aisne. Est-ce que le mouvement va s'étendre à d'autres départements? Je ne pense pas que le mouvement s'étende beaucoup pour des raisons de situation différentes suivant les régions. Par ailleurs, nous avions préconisé, d'un commun accord entre les transformateurs, les coopératives, les industries non coopératives et les producteurs, que dans beaucoup de départements s'instaurent des conversations interprofessionnelles pour fixer les prix à la production et sur une longue période, sur la période d'un an, dès que les pouvoirs publics ont annoncé la couleur pour un an. Ces conversations ont eu lieu dans beaucoup de régions. Il se trouve qu'en Bretagne, pour des raisons à la fois locales et de personnes en présence, ces conversations n'ont pas eu lieu. Dans d'autres régions, les producteurs connaissent maintenant leur avenir. Bien sûr, ce n'est pas très bon, mais nous savons maintenant à quel prix nous serons payés en septembre ou en octobre. Donc, le climat d'incertitude et d'insécurité n'est pas le même dans les autres régions. Est-ce que la fédération nationale que vous présidez, la fédération des producteurs de lait, couvre le mouvement actuel breton? Nous couvrons dans la mesure où nous traduisons la préoccupation de ces gens qui sont nos amis et qui sont nos adhérents. Par ailleurs, nous sommes un peu inquiets de la manière dont ils ont formulé leurs premières revendications parce que les méthodes syndicales employées ne sont pas les bonnes et autant nous comprenons le malaise. Elles ne sont pas les bonnes, vous voulez dire qu'elles ne sont pas traditionnelles? Elles ne sont pas traditionnelles, elles ne sont pas les bonnes quant à la technique syndicale. Il fallait faire ça, même si on devait employer ces méthodes que nous désavouons pour des problèmes de violence et de sévices qui ont encore eu lieu cette nuit. Mais ce n'est pas la période. Il fallait faire ça au mois de février avant de fixer les prix à Bruxelles. Nous sommes maintenant engagés dans un processus européen où la marche arrière n'est plus possible. Les prix sont fixés pour un an, en 1er avril. Et nos amis hollandais ou allemands n'ont pas les mêmes problèmes chez eux, ne comprendraient pas qu'on rediscute à Bruxelles la semaine prochaine. Donc il n'y a pas de rediscussion du prix du lait à Bruxelles envisagé. Monsieur Lepâtre, les grévistes du Morbihan et du Finistère réclament un prix à la production de 67 centimes par litre. Est-ce qu'il y a, alors que vous leur versez actuellement 56 centimes à peu près, est-ce qu'on peut parler d'un juste prix du lait? Est-ce qu'il y a un juste prix du lait? Parce qu'on constate que quand on augmente le prix, comme c'est le cas depuis 2 ans, eh bien les excédents réapparaissent. Je ne sais pas ce que c'est qu'un juste prix du lait, parce que la dimension des exploitations laitières est très différente. Et il est bien certain qu'entre celui qui a quelques vaches et celui qui en a 40 ou 50, le prix du revient du litre de lait n'est pas le même. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en tout état de cause, quelles que soient les décisions qui seront prises, nous restons dans le système actuel fixé par Bruxelles, c'est-à-dire celui du prix indicatif. Et je tiens à dire que lorsque M. le Premier ministre a dit que ce n'était pas un problème national... Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il a refusé de vous recevoir, ainsi que Michel Debatisse, président de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles. Je pense que c'est un problème national, d'abord à cause des implications politiques de cette affaire, et surtout, et pour répondre plus précisément à votre question, parce que cela met en cause la politique agricole commune décidée à Bruxelles en matière de produits laitiers. Nous sommes un certain nombre à penser que cette politique agricole commune n'est pas la bonne, c'est celle-là qui doit être reprise. En l'état actuel des choses, si l'on veut améliorer la situation des producteurs dès lors que l'on ne peut pas augmenter le prix indicatif, il faudra prendre des mesures spécifiques, c'est-à-dire, pour parler clairement, que le gouvernement français vienne en aide directement aux agriculteurs concernés. Cela peut se faire à travers les contrats de progrès dont on a quelquefois parlé. Cela suppose une mise en œuvre financière et le dégagement des ressources correspondantes. C'est un problème de gouvernement, c'est un problème qui dépasse les usines de transformation, qu'elles soient privées ou qu'elles soient coopératives. Les manifestants bretons ne disent d'ailleurs pas autre chose. Les manifestants bretons ne disent peut-être pas autre chose, mais je ne pense pas que ce soit en s'attaquant aux moyens de transformation du lait, c'est-à-dire
aux moyens que nous avons les uns et les autres de mieux valoriser le lait produit que l'on sortira de ce problème. Les agriculteurs bretons doivent se rendre compte que l'usine de transformation, qu'elle soit privée ou coopérative, est le moyen de valorisation de leurs produits et que ce n'est pas en détruisant ce moyen de valorisation qu'ils amélioreront leur situation. Monsieur Lepâtre, êtes-vous prêt à participer à une table ronde avec les grévistes actuellement? Nous sommes toujours prêts à participer à des tables rondes, à condition que ce soit dans des conditions raisonnables, à condition que cessent les exactions contre les personnes et à condition que l'usine de transformation soit en état de travailler normalement. À partir de ce moment-là, nous n'avons jamais refusé le dialogue avec qui que ce soit et nous sommes toujours prêts à le poursuivre. Oui, une dernière question, Marcel Deneux. Est-ce que le mouvement peut durer autant qu'en 1964? Il n'est pas du tout de même nature que celui de 64. Il peut en effet durer. Comme Lepâtre le disait tout de suite, nous souhaitons qu'il y ait une concertation interprofessionnelle rapidement et je pense que dans les jours qui viennent, d'une concertation interprofessionnelle sur le terrain pourrait essayer de sortir une solution, ce que nous souhaitons tous. Je crois là que c'est un vœu qui risque d'être exaucé donc dans les prochains jours, d'après ce que vous dites. À vous, Jean Lanzy. Merci, messieurs. Allons à la bourse maintenant, où Michel Tardieu va nous confirmer que l'or continue de monter. Oui, on bat encore des records aujourd'hui. Ce matin à Londres, on a fait 58,70. Ça s'est traduit immédiatement à Paris, où le plafond des 9000 est largement défoncé. Vous le voyez, 9075 pour la barre, 9055 pour le kilo, pour le lingot d'un kilo. Hier, on était à 8950 sur le lingot. Alors bien sûr, il y a toujours des bruits qui circulent, on parle toujours d'un accord entre les Russes et les Américains pour faire monter le prix de l'or, pour réévaluer les stocks d'or, etc. Aucune information, bien sûr, n'a jamais filtré sur les intentions réelles du gouvernement américain ni sur celles du gouvernement de Moscou dans ce domaine. Et il faut bien dire que la hausse à Paris se fait dans un calme étonnant. D'habitude, il y a toujours un petit peu d'enthousiasme de la part des porteurs et des professionnels quand les cours de l'or s'envolent. Actuellement, on cote avec peu de transactions et avec l'impression très nette qu'on suit le marché de Londres sans que Paris n'ait aucune initiative dans l'affaire. Vous venez de voir les cours de la Banque de l'Indochine. Vous savez que la petite guerre entre la Paternelle et le Suez continue à propos des assurances du groupe de Paris et de la Paternelle. Monsieur Burlot, le président de la Paternelle, avait écrit à ses actionnaires. Monsieur Marjoulet, le président du groupe des assurances de Paris, a lui aussi écrit à ses actionnaires. Monsieur Marjoulet précise que l'abeille et la paix ne peuvent pas être quand même confondues avec le Suez comme on a tendance à le faire, et d'autre part qu'à son avis, la fusion entre les compagnies d'assurance du groupe Paternelle et celle de l'abeille paix doit se poursuivre, doit continuer, donc à son avis sur ce plan il n'y a rien de changé. Vous avez pu voir que les valeurs étrangères étaient moins bonnes que les valeurs françaises d'une façon générale, notamment les valeurs allemandes. En Allemagne, on s'inquiète beaucoup du déficit budgétaire et on a peur des répercussions politiques que pourrait avoir ce déficit, si bien que sur les places financières allemandes, on est moins ferme, nettement moins ferme qu'à Paris. La Bundesbank, je crois qu'on peut voir quand même d'autres cours, la Bundesbank envisage d'ailleurs, en raison de l'augmentation trop rapide de la masse monétaire en Allemagne comme en France, il faut le dire, la Bundesbank envisage de réduire un petit peu les liquidités, les disponibilités monétaires des banques en augmentant les réserves obligatoires. Pont-à-Mousson-Saint-Gobain est inchangé au premier cours, je n'ai pas eu le temps de voir le second cours. Pont-à-Mousson-Saint-Gobain va probablement lancer 2 emprunts sur le marché international, 2 emprunts qui seraient de 150 millions de francs chacun. Il faut dire d'ailleurs qu'en ce moment, les emprunts en euros-francs se placent bien sur le marché international et Gervais Danone, de son côté, envisage de lancer un emprunt en obligations convertibles qui serait, lui, de l'ordre de 150 millions, non, de 100 millions de francs, également sur le marché international. Des hausses, l'Oca-France qui baissait hier se reprend aujourd'hui, gagne 4 francs, et l'Aquitaine, le CCF. Ici, la Bourse de Paris, à vous Jean Lanzy. Merci. Dernière information, le saint du jour. Eh bien, ce 30 mai, c'est Ferdinand, le saint du jour, avec plusieurs saints associés. Vous le constatez, c'est Ferdinand qui était roi de Léon et de Castille, Ferdinand III. Et dernier souhait, bon après-midi.